Une célébration de Hanouka à Sydney, Australie, vire à l'horreur. Au moins 15 morts dans une fusillade sur la plage de Bondi. Alors qu'Israël combat le Hamas, la guerre contre les Juifs est devenue mondiale et désormais même l'UNRWA pourrait faire face à des sanctions pour terrorisme alors que le champ de bataille se déplace. Restez avec nous, Jérusalem Minute arrive. Bienvenue sur Jérusalem Minute, sur JNS Télévision. Je suis Josh Aston, correspondant JNS, avec Alex Trayman, président-directeur général de JNS. Alex est aux États-Unis pour JNS. Je suis à Gush Etzion, en Israël. Je souhaite en savoir plus sur le voyage d'Alex, surtout son expérience à la conférence de la Fondation des Alliés d'Israël récemment. Malheureusement, de terribles nouvelles arrivent de Sydney, Australie. Au moins 15 personnes ont été abattues, assassinées lors d'une attaque terroriste pendant un événement de Hanouka par le Shabbat local à la plage de Bondi à Sydney, qui est une plage très connue et populaire là-bas. À ce jour, seule l'identité d'une victime est connue, le rabbin Eli Schlanger. Je comprends qu'il est en fait l'un des rabbins Shabbat affiliés à l'événement, l'un des organisateurs. Alex, qu'entends-tu à cette heure-ci? Eh bien oui, nous nous sommes réveillés ici à New York avec cette nouvelle horrible concernant ce qui s'est passé lors de cet événement à Bondi Beach, qui est, je crois, une plage emblématique à Sydney, en Australie. Et c'était simplement un événement de Hanouka. J'ai vu les scènes, j'ai vu des vidéos des tireurs, vous savez, ouvrant le feu sur la foule, puis être maîtrisés par, je pense, des personnes très courageuses. Il semblait que la police n'avait pas fait grand-chose pour neutraliser ces tireurs. Et j'ai aussi vu une vidéo et des photos de notre ami et collègue Arsen Ostrovski, qui est en Israël depuis de nombreuses années, travaillant pour le Forum juridique d'Israël et d'autres campagnes pour le peuple juif. Récemment, il est retourné à Sydney, puis en Australie, pour un poste de direction dans la communauté juive et apparemment, il a été effleuré par une balle à la tête. Et vous voyez une interview de lui avec toute la tête bandée, le visage et la chemise couverts de sang. Dieu merci, cette balle ne l'a qu'effleuré et rien de plus. Vous savez, cela semblait presque être un parallèle avec le président Trump, qui a lui aussi été simplement effleuré par une balle qui a failli lui coûter la vie. Mais nos prières vont pour lui, sa famille, la famille du rabbin Schlongers, toute la communauté juive de Sydney Et les hommes politiques israéliens qui réagissent actuellement. J'ai entendu à la radio il y a à peine une heure le ministre des Affaires étrangères Sarr dire en gros, pour paraphraser, que les signes étaient déjà là à Sydney et en Australie, à cause des politiques du gouvernement qui offrent un cadeau au Hamas en reconnaissant un soi-disant État palestinien. Ces derniers mois, nous avons vu des rassemblements de masse et des manifestations pro-Hamas à Sydney. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que, vous savez, malheureusement, c'est un événement horrible, horrible ce qui s'est passé aujourd'hui, mais il n'est pas entièrement surpris par ce qui est arrivé. Eh bien, vous savez, quand on autorise à scander mondialiser l'intifada, c'est ce que cela veut dire. L'intifada n'est pas une sorte de mouvement de résistance pacifique en faveur de l'État palestinien. Vous savez, la résistance civile non violente, ce n'est pas ça. Mondialiser l'intifada, ça veut dire ça veut dire le djihad, ça veut dire, vous savez, se prendre les armes ces dernières décennies, ça veut dire le terrorisme et franchement, vous savez, on peut dire que vous pouviez vous y attendre. À Sydney, en Australie, nous avons vu le même genre de rassemblement soutenant la mondialisation de l'intifada. Quand vous dites libérer la Palestine, cela veut dire libérer la Palestine des Juifs. Quand vous dites de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Cela signifie qu'il n'y aurait plus de Juifs entre le Jourdain et la Méditerranée, même si beaucoup ignorent quels sont ces lieux. Cela implique un nettoyage ethnique des Juifs d'Israël. Mais ce n'est pas seulement local, juste à Sydney, nous voyons cela partout. Je veux dire, ces scènes rappellent ce que nous avons vu il y a quelques années à Pittsburgh et ce que nous avons vu cette année à Manchester et à Washington, district de Columbia. Donc, cela devient de plus en plus courant et il est difficile de comprendre où les Juifs peuvent se sentir en sécurité dans ce monde. Nous avons été attaqués en Israël le 7 octobre et sommes constamment visés par des terroristes en Judée, Samarie, Jérusalem, Tel Aviv et dans les communautés juives. À New York, à Londres, en Angleterre, en Australie et en France,
ils ont tous des raisons de s'inquiéter en ce moment. Parce que, franchement, les gouvernements ont fait très, très peu, malgré beaucoup de discours, pour endiguer la montée de l'antisémitisme. On ne peut pas à la fois soutenir la communauté juive et les djihadistes, ni ménager la chèvre et le chou. Ça ne marche pas. Vous êtes soit avec, soit contre les djihadistes. Israël est en première ligne, le peuple juif et l'État d'Israël sont en première ligne dans la lutte contre l'extrémisme islamique. Et honnêtement, aussi contre l'extrême droite actuellement. Soit vous êtes contre, soit pour l'extrémisme sans demi-mesure. Et l'autre chose qu'il est important de noter, c'est que, vous savez, quand ça commence avec les Juifs, ça ne s'arrête jamais avec les Juifs. Vous, j'ai dit que l'Arsen Ostrowski, vous savez, c'est similaire à l'approche du président Trump. Parce que ce que vous voyez, c'est qu'une fois que vous avez ce genre d'extrémisme violent, il ne se limite jamais seulement aux Juifs. Les Juifs sont le canari dans la mine. Cela commence par eux, mais ne s'arrête pas là. Vous voyez ces fusillades violentes contre le président Trump. Vous voyez l'assassinat violent de Charlie Kirk. C'est ce qui arrive partout. Il est temps que les gens se réveillent et reprennent le contrôle face aux forces de l'ordre. Mais il faut aussi vraiment condamner et s'assurer que ce genre de discours, ce genre d'actes n'ont absolument aucune place dans une société civile. Avec cette compréhension, et les gens devraient le dire haut et fort, qu'Israël est en première ligne contre ce type d'extrémisme, en particulier l'extrémisme islamique, et il n'y a pas d'autre choix que de soutenir le peuple juif dans le combat qu'il mène au nom de toute la civilisation occidentale. Oui, Alex, nous avons de nombreux ennemis à travers le monde, mais nous avons aussi des amis. Et je sais que c'est ce que tu as vécu. Il y a cette semaine à la conférence de la Fondation des Alliés d'Israël, j'ai remarqué que le sénateur Ted Cruz a partagé ou retweeté du contenu de GNS. Alors parle de ton expérience à cet événement parmi les amis que nous avons dans ce monde. Oui, exactement. Je veux dire, c'est la dichotomie du monde dans lequel nous vivons en ce moment. Tu sais, je m'attendais à ce qu'on commence cette émission en parlant des amis qu'Israël a, en particulier à Washington, district de Columbia. Et au lieu de ça, tu te réveilles cette année avec des images bouleversantes de ce qui vient de se passer à Sydney. Et puis, on passe de l'amitié à la tragédie et aux ennemis. Mais cette semaine, j'étais à Washington, district de Columbia, pour une conférence de la Fondation des Alliés d'Israël. Cette fondation est dirigée par notre bon ami Josh Reinstein et sa femme Rebecca. Vous savez, ce qu'ils font en tant qu'organisation, c'est qu'ils créent des groupes parlementaires dans les parlements, vous savez, dans les bâtiments législatifs, les assemblées législatives partout dans le monde. Je crois qu'ils ont créé plus de 60 groupes parlementaires dans différents parlements qui sont spécifiquement des groupes pro-Israël. Maintenant, la plupart des membres de ces groupes parlementaires sont des chrétiens évangéliques qui croient en la Bible et qui soutiennent l'État d'Israël. Israël lui-même a son propre groupe parlementaire, le Israel Allies Caucus, qui est établi dans son parlement. Il était représenté cette semaine à la conférence par Gila Gamriel, qui est la ministre de la Technologie, de l'Innovation et de la Science. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils mènent un travail interparlementaire pour s'assurer, en fait, que Israël a bien des amis dans les assemblées législatives du monde entier. Ils les poussent à accepter la définition de l'antisémitisme de l'International Holocaust Remembrance Alliance et d'autres points de l'agenda législatif qui aident à soutenir l'État d'Israël. Et donc, quand nous étions à Washington cette semaine, la conférence s'est rendue au Capitole. Ils ont rencontré de nombreux membres du Congrès. Je crois que 12 membres du Congrès se sont adressés au groupe dans le bâtiment du Capitole. Ensuite, il y a eu une autre réunion dans le bâtiment du bureau exécutif de la Maison-Blanche où la conseillère spirituelle du président Paul White et beaucoup de ses collègues, y compris le secrétaire du personnel Will Scharf, Carmen Dillon et Leo Terrell, qui travaillent au département de la justice et qui luttent contre l'extrémisme et l'antisémitisme, se sont tous adressés au groupe. Et vous savez, on avait le sentiment qu'il y avait de véritables amoureux et soutiens d'Israël et du peuple juif, et plus important encore, de Dieu, qui conseille le président des États-Unis et travaille à aider à protéger les Juifs, du moins aux États-Unis. Mais pas seulement, ils ont parlé de ce qu'ils font, des choses, ce qu'ils mettent en place partout dans le monde où différentes minorités religieuses, y compris les chrétiens, sont massacrées. Personne ne se soucie d'eux, mais apparemment, le bureau du président des États-Unis s'en soucie et il travaille dessus
Donc, au moins, il y a de bonnes personnes qui comprennent les menaces, qui comprennent le combat, qui se battent et qui aident dans la mesure du possible. Nous n'avons pas fait cela depuis le début. Alex, j'ai hâte que tu reviennes cette semaine et d'avoir un compte rendu complet de ton voyage en même temps, pendant ton absence. En Israël, une session spéciale de la Knesset a été convoquée par l'opposition pour le premier ministre Netanyahou. Et je pense que cela se produit ou peut se produire une fois tous les 30 jours, si je ne me trompe pas. Mais pendant la réunion, le premier ministre Netanyahou a juré de vaincre le Hamas, même si le Hamas refuse de se désarmer. Regardons cette vidéo. Comment Khaled Mashal l'a-t-il dit hier? Nous continuerons sur notre chemin et nous ne nous désarmerons pas. Mais nous, et je vous le promets, nous ne permettrons pas aux meurtriers du Hamas de se réarmer et de nous menacer à nouveau. Nous agissons chaque jour pour empêcher cela et cette mission sera accomplie. Comme je l'ai dit, et comme le président Trump l'a dit, soit de la manière facile, soit de la manière difficile. Donc, vous avez Khaled Mashal, le chef du Hamas, qui rejette les exigences du président Trump selon lesquelles Gaza doit être démilitarisé. Où allons-nous à partir d'ici? Eh bien, comme vous l'avez dit, cette réunion de la Knesset est une réunion normale. L'opposition a le droit, tous les 30 jours, de recueillir 40 signatures et d'exiger que le premier ministre se présente effectivement à la Knesset. Et vous voyez que le premier ministre déclare essentiellement que, eh bien, nous savions que la guerre n'est pas terminée, que le cessez-le-feu a été déclaré. Le but du cessez-le-feu était de récupérer les otages restants, de donner une pause à tous les réservistes qui servent, dont beaucoup depuis plus de 300 ou 350 jours depuis le 7 octobre. Et aussi de donner du temps au président Trump pour que ce cessez-le-feu passe à la phase 2. Mais il devient de plus en plus clair qu'il y a une limite de temps à cela. Et que s'il n'y a pas de force internationale de stabilisation pour démilitariser Gaza et désarmer le Hamas, alors ce sera Israël et les forces de défense israéliennes qui s'en chargeront. Ce sont les seuls qui peuvent le faire et on a vu de plus en plus de personnes comme Lindsey Graham et d'autres déclarer qu'il n'y aura aucune force arabe qui désarmera le Hamas. Donc, si cette force internationale de stabilisation doit être composée de l'Égypte, de la Turquie et de la Jordanie, ce ne sera pas ce groupe qui désarmera le Hamas. Au contraire, ce sont justement ces partis qui veulent protéger le Hamas. Donc, encore une fois, on regarde cet accord. Il y avait une première phase et une deuxième phase, et je crois qu'on l'a déjà dit dans des émissions précédentes. Mais les Qataris, eux, ont poussé le Hamas à accepter cet accord parce qu'ils veulent protéger le Hamas. Ils ont compris que la seule façon de protéger le Hamas en tant qu'entité est de le maintenir en vie en tant qu'entité. À ce moment-là, c'était de libérer les otages. Donc, libérer les otages était une stratégie pour protéger le Hamas. Désarmer le Hamas et démilitariser Gaza n'est pas une stratégie pour protéger le Hamas. Et donc, il n'y a aucune chance que les Qataris fassent réellement cela maintenant. Ce qu'ils veulent voir, c'est qu'Israël se retire vers des points plus superficiels à l'intérieur de Gaza, vous savez, avant toute forme de désarmement. Honnêtement, je ne pense pas que ça va arriver. Donc, je crois qu'il y a maintenant un accord entre l'administration Netanyahou et l'administration Trump concernant le calendrier. Et tu te souviens encore, nous avons déjà parlé de cela lors de la montée vers l'opération Lion-Levant et Marteau de minuit, où Israël a détruit les installations nucléaires en Iran. Et à l'époque, l'administration Trump disait qu'elle essayait d'entrer en négociation avec l'Iran pour les amener à faire cela. La manière facile, n'est-ce pas? À l'époque, nous avons aussi dit que cela se ferait facilement ou difficilement. Netanyahou dit essentiellement la même chose. Maintenant, cela va se faire d'être de la manière facile ou de la manière difficile. La façon simple, c'est si le Hamas rend ses armes et dit « Nous nous désarmons, démilitariser Gaza, nous accepterons l'amnistie ». Voilà la manière facile. La manière difficile, c'est s'ils continuent à s'entêter, s'ils continuent à essayer de prendre de plus en plus de contrôle sur les affaires civiles à Gaza. Et s'ils utilisent de la force, Israël interviendra à nouveau. Je pense que nous sommes actuellement dans un compte à rebours et il y a une compréhension. Il n'a pas été annoncé combien de temps cela durerait. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui tourne autour de, et vous savez, à ce stade, probablement moins de 2 mois.
Et nous savons que le Premier ministre va rencontrer le président Trump à Mar-a-Lago dans environ 2 semaines. Et je ne serais pas surpris de voir des accords majeurs conclus là-bas, voire des annonces importantes faites concernant le désarmement final et la défaite du Hamas en tant qu'organisation terroriste à l'intérieur de Gaza. Oui, Alex, cette rencontre entre le premier ministre Netanyahou et le président Trump, officiellement prévue, je crois, pour le 29 décembre. Qui sait, peut-être que tu seras de retour aux États-Unis pour la couvrir. Tu as aussi mentionné le sénateur Lindsey Graham. Il a affirmé soutenir activement Israël dans le désarmement du Hamas et a discuté avec JNS cette semaine. Très intéressant. Il a dit qu'il encouragerait le président Trump à envisager des opérations conjointes avec Israël. Si nous ne pouvons pas faire de la diplomatie pour désarmer des groupes comme le Hezbollah, le Hamas, comme les États-Unis l'ont fait avec l'Iran, donc je trouve cela intéressant, mais je ne suis pas certain s'il parle réellement de faire venir des troupes américaines pour les engager dans des combats. Je veux dire, c'est quelque chose qu'Israël a toujours dit, que nous n'étions pas intéressés, que nous ne voulions pas qu'un autre pays vienne nous aider à nous défendre en mettant physiquement des troupes sur le terrain. Que pensez-vous des propos du sénateur Graham? Oui, je veux dire, le sénateur Graham a toujours soutenu Israël, notamment en venant très souvent en Israël. En même temps, le sénateur Lindsey Graham parle toujours, vous savez, de la création d'un État palestinien. Vous savez, j'ai obtenu quelques éclaircissements de la part de personnes qui lui sont proches, affirmant qu'il ne soutient pas vraiment l'autorité palestinienne ou la domination de l'Organisation de libération de la Palestine sur les Palestiniens en Judée et Samarie, qu'il comprend que la Judée et la Samarie font partie intégrante d'Israël, mais qu'il comprend aussi que pour parvenir à une normalisation avec l'Arabie saoudite, il faut évoquer la voie vers la création d'un État palestinien. Je trouve ce message vraiment confus et je ne comprends pas. On en a sûrement déjà parlé dans l'émission. De plus, c'est qu'Israël n'a pas besoin de la reconnaissance saoudienne ni de la normalisation avec Israël si cela signifie la création d'un État palestinien. En ce qui concerne ce que Lindsey Graham a dit ici aussi, je veux dire, cela semble également confus. D'une part, vous voulez entendre que l'Amérique soutiendra les opérations israéliennes à Gaza pour désarmer le Hamas. En même temps, Israël n'a pas besoin de troupes pour vaincre le Hamas à Gaza. Ce n'est pas ce dont Israël a besoin. Ce dont Israël a besoin, c'est d'un feu vert. Ce dont Israël a besoin, c'est d'un espace de la part de la communauté internationale, de la part des Nations unies. Vous savez, ils ont besoin que les États-Unis soutiennent fermement Israël de toutes les manières, sans la moindre réserve. Déclarer que toute personne qui s'oppose à ce que fait Israël se trouve du mauvais côté de l'histoire et du mauvais côté des États-Unis. C'est quelque chose que le président des États-Unis peut faire en disant que quiconque ne soutient pas Israël dans cette affaire se trouve du mauvais côté des États-Unis. C'est ce qu'il faudra pour amener les pays à atténuer leur opposition très publique aux opérations israéliennes à Gaza afin qu'Israël puisse agir seul. Ils ont le renseignement, la volonté, le personnel et, j'espère, les armes grâce à l'aide de l'administration Trump. C'est un autre domaine où le président Trump a été très utile et l'a compris. L'une des raisons pour lesquelles Israël manque d'armes, c'est parce qu'ils sont tellement précis avec toutes ces armes qu'ils les utilisent de la manière la plus limitée possible pour atteindre le niveau le plus bas possible de, vous savez, dommages collatéraux à chaque frappe. Ils s'assurent simplement d'utiliser une arme par cible. Donc, quand les gens parlent d'Israël comme étant un génocide dans la bande de Gaza, Israël aurait utilisé bien plus d'armes. Ce sont les armes les plus sophistiquées, lourdes et précises au monde. Ils ont utilisé plus d'armes que le nombre de personnes qu'ils ont tuées à Gaza. Je pense que les gens doivent comprendre jusqu'où Israël va, même à son propre détriment. Je pourrais ajouter, vous savez, pour éviter les pertes civiles et les dommages collatéraux. Et Israël a perdu de nombreux soldats en essayant d'être aussi précis et prudent. Donc, dans tous les cas, Israël n'a pas besoin de l'aide de forces étrangères pour se débarrasser du Hamas. Franchement, il n'y a qu'une seule force au monde qui peut désarmer le Hamas, qui peut vaincre le Hamas, c'est Tsahal. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Et Alex, tu as mentionné des frappes de précision. J'ai vu la vidéo hier soir. Après Shabbat, Israël a éliminé le numéro 2 du Hamas. Rad Sayad, architecte du massacre du 7 octobre et chef de la production d'armes du Hamas. Là-bas à Gaza, leur prétendue aile militaire a été éliminée. Dans une vidéo incroyable, on voit le missile frapper sa voiture sans causer d'autres dégâts.
ne le visant que lui, ce qui a été rapporté par les forces de défense israéliennes après le Shabbat hier soir. C'est exact. Israël continue simplement à utiliser le renseignement, à recueillir des informations et ne reste pas les bras croisés, vous savez. Donc, même s'il y a un cessez-le-feu en place, il faut considérer le même type de cessez-le-feu que celui que vous avez dans le sud du Liban. Chaque fois qu'Israël voit des cerveaux terroristes se déplacer, s'organiser ou se réorganiser, Israël va frapper. Ce n'est pas une incursion massive à l'intérieur des zones contrôlées par le Hamas. En ce moment, Israël laisse de la marge au président Trump, comme nous l'avons évoqué plus tôt. Mais lorsqu'ils auront l'occasion de continuer à éliminer les dirigeants du Hamas, ils le feront. Et il faut noter qu'Israël a éliminé presque toute la haute direction du Hamas. Donc, même s'il y a des gens qui se promènent là-bas avec des armes, ce n'est plus le même niveau d'organisation qu'avant le 7 octobre. C'était un groupe très organisé, vous savez, qui avait des stratégies planifiées, qui disposait d'outils de coordination et de communication. Et en ce moment, ce que vous avez, ce sont, vous savez, des terroristes qui ont été recrutés depuis le 7 octobre, qui se promènent avec des armes. En fait, ça m'amène à quelque chose. Je ne sais pas si vous alliez en parler, mais nous avons vu l'envoyé américain en Turquie et aussi l'envoyé spécial pour la Syrie, Tom Barrack, a pris la parole la semaine dernière au Forum de Doha au Qatar. Et il a toujours eu un ton très négatif envers Israël. Il a affirmé qu'il n'y a pas de démocratie au Moyen-Orient, sauf peut-être Israël. C'était comme une gifle déguisée envers Israël, qui est la seule démocratie au Moyen-Orient. Nous sommes une hyper-démocratie et une démocratie problématique pour de nombreuses raisons différentes. Mais il est certain que nous avons des élections ouvertes pour notre premier ministre. Nous avons un premier ministre qui est ici depuis 2009 sans interruption et avant cela de 96 à 99 parce qu'il est élu par le peuple et les gens qui ne l'aiment pas sortent manifester puis nous retournons aux urnes. Nous allons avoir des élections à nouveau l'année prochaine et j'aimerais voir l'autorité palestinienne ou le peuple de Gaza ou les Syriens d'ailleurs organiser des élections et avoir une presse libre comme c'est le cas en Israël. Mais à part ça, quoi, Tom Barrack a dit, il y a des chaque fois qu'Israël tue un terroriste, il y en a 10 autres qui apparaissent, ils en font naître 10 de plus. Et quelque chose de dégoûtant à dire, Israël ne devrait pas tuer de terroristes, car chaque terroriste tué en crée 10 autres. Absolument pas. La raison pour laquelle 10 autres terroristes apparaissent chaque fois qu'un terroriste est tué, c'est parce que les terroristes incitent et éduquent leur population depuis des décennies à tuer des Juifs. D'accord? C'est pourquoi chaque fois qu'un haut responsable terroriste est éliminé, un autre apparaît aussitôt parce qu'ils y sont incités depuis leur enfance. Les enfants de Gaza ont grandi avec le Hamas Mickey Mouse et ont participé à des camps d'été pour s'entraîner à des attaques comme celle du 7 octobre contre les Juifs. Et il y a tellement de vidéos à ce sujet. Il suffit d'aller sur Palestinian Media Watch et vous pouvez voir les vidéos des camps d'été de Gaza. Franchement, on ne peut pas inventer des choses pareilles. C'est très bien et largement documenté. Et donc, l'idée selon laquelle Israël ne devrait pas éliminer les hauts dirigeants des organisations terroristes. Un jeune de 18 ans ne va certainement pas décider du jour au lendemain de devenir martyr. Israël va continuer à cibler les hauts dirigeants, les terroristes, peu importe où ils se trouvent, qu'ils soient juniors ou seniors dans la hiérarchie. Et ils vont frapper dès qu'ils le pourront afin de, vous savez, éliminer la capacité de ces organisations terroristes. Si cela prend des années, Israël continuera à combattre jusqu'à l'élimination des organisations terroristes. Et nous n'avons pas besoin de gens comme Tom Barrack qui murmurent à l'oreille du président Trump et ou vous savez Steve Witkoff ou Jared Kushner et leur dire qu'Israël ne devrait pas attaquer les organisations terroristes. Oui, je veux vraiment questionner la clarté morale de Tom Barrack. Parallèlement, l'administration Trump envisage à ce stade d'imposer des sanctions contre l'UNRWA, ce qui est en gros le bras, soi-disant, des droits de l'homme du Hamas. Nous avons maintes fois prouvé les liens entre le Hamas et l'UNRWA. Selon Reuters, le département d'État envisagerait de qualifier l'UNRWA d'organisation terroriste étrangère. Et Israël traite avec l'UNRWA depuis de très nombreuses années. Et je pense qu'ils en sont arrivés à un point où ils vont expulser
l'UNRWA de Jérusalem, si possible. À ma connaissance, il y a eu des discussions depuis de nombreuses années, même avant le 7 octobre, sur la complicité de l'UNRWA avec les terroristes. Il faudra voir ce qui se passera. C'est une nouvelle importante de déclarer l'UNRWA organisation terroriste étrangère. C'est une grande nouvelle parce que leur nom commence par U et N. Je pense que cela pourrait être énorme. C'est exact. Je veux dire, c'est une agence des Nations Unies, l'Agence pour les secours et les travaux. C'est la seule agence qui a été créée pour gérer une crise de réfugiés spécifique. Toutes les autres crises de réfugiés sont gérées par une seule agence des Nations Unies qui n'est pas l'UNRWA. L'UNRWA a été créée spécifiquement pour s'occuper uniquement des Palestiniens. Les Palestiniens qui d'ailleurs sont les seuls réfugiés capables de transmettre le soi-disant statut de réfugié à leurs descendants. D'accord. Donc, ce n'est pas seulement qu'ils ont dit qu'il y avait des réfugiés en 1948. D'ailleurs, tout réfugié de 1948 a un foyer. Ce ne sont pas des réfugiés. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont construit des villes et certaines de ces villes sont appelées camps de réfugiés. Maintenant, toi et moi, nous ne verrions pas la différence en entrant dans l'une ou l'autre. Qu'est-ce qui distingue un camp de réfugiés d'une simple ville, puisque ce ne sont que des villes? Et puis, en plus de cela, les soi-disant réfugiés transmettent ensuite leur statut de réfugié à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs arrière-petits-enfants, à tel point qu'il y a aujourd'hui bien plus de réfugiés qu'en 1948, lorsque les premiers soi-disant réfugiés ont été créés pendant la guerre d'indépendance israélienne. Et non seulement l'UNRWA perpétue ce faux statut de réfugié qui vise spécifiquement à délégitimer en permanence l'État d'Israël et aussi à pousser la communauté internationale à verser des milliards et des milliards de dollars dans les territoires contrôlés par les Palestiniens parce que les Palestiniens ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes ni créer une économie qui puisse les soutenir, même après avoir reçu autant d'argent au fil des années pour établir cette infrastructure. Mais en plus de cela, l'UNRWA continue de gérer les systèmes scolaires jusqu'au 7 octobre. C'est ce qu'ils faisaient et ils le font toujours. Ils ont créé les manuels scolaires et le système éducatif qui sont utilisés pour inciter à la violence contre les Juifs. Et même après le 7 octobre, les élèves palestiniens utilisent toujours les manuels créés par l'UNRWA. Donc, vous avez ce problème ou cette organisation qui essaie spécifiquement d'amplifier cette crise des réfugiés qui, franchement, elle n'existe même pas ou n'existait pas jusqu'au 7 octobre. Maintenant, vous avez des réfugiés, un problème à Gaza. Il y a une énorme crise des réfugiés parce que les gens n'ont pas de maison. Et devinez quoi? Maintenant, aucun pays dans le monde entier ne veut accueillir de véritables réfugiés de Gaza et ils n'ont jamais voulu accueillir de réfugiés palestiniens parce qu'ils veulent que ces réfugiés soient une épine dans l'œil du peuple israélien afin de pouvoir continuellement délégitimer et diaboliser Israël. Pour ça, où est le monde? Vous savez, le monde ne se soucie pas des réfugiés palestiniens, le monde ne se soucie pas des réfugiés de Gaza. Personne dans le monde n'ouvre vraiment ses frontières à un nombre significatif de réfugiés palestiniens de Gaza. Dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, combien de millions de réfugiés y avait-il? Même Israël a accueilli plus de 35 000 réfugiés d'Ukraine. Qui accueille 35 000 réfugiés de Gaza? Aucun. Ainsi, cette organisation se dit de réfugiés et vous pousse à la fusionner. D'accord, c'est pourquoi vous avez 10 nouveaux terroristes chaque fois que vous tuez un chef terroriste à l'intérieur de Gaza ou ailleurs. Et pendant ce temps, ils ne font rien pour réinstaller les véritables réfugiés de Gaza. Donc, bravo au président Trump d'avoir affirmé que l'UNRWA est une organisation terroriste. J'espère qu'Israël choisirait d'expulser non seulement l'UNRWA, mais aussi sa maison mère, les Nations Unies. D'accord, oui, ce sont les Nations Unies qui financent et promeuvent l'UNRWA et toutes les autres agences de l'Organisation des Nations Unies, comme l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et toutes les autres qui agissent contre Israël tout le temps. Enfin, un peu de clarté morale. Voyons si le reste du monde partagera la même que le président Trump et son administration. Absolument. Le l'UNRWA, il garde les gens comme des pions sur la ligne de front contre Israël depuis 77 ans. Et cela s'est intensifié depuis le 7 octobre. Il ne laisse sortir personne et aucun pays, bien sûr, comme vous l'avez dit, n'est prêt à en accueillir aucun en même temps.
C'est un autre exemple montrant l'absence de différence entre l'administration américaine et Israël. Vous avez le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui rencontre cette semaine le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar, également pour parler de Gaza. En plus de cela, la Chambre a adopté un projet de loi de défense de 900 milliards avec des dispositions cruciales en faveur d'Israël. Donc, beaucoup de nouvelles positives viennent des États-Unis ainsi que des dirigeants du Congrès et de l'administration. Oui, je veux dire, ben, il y a clairement des différences entre la politique américaine actuelle et la politique israélienne, surtout en ce qui concerne le Qatar, surtout en ce qui concerne la Turquie. C'est là que Tom Barra entre en jeu. Tom Barrett, qui parle de la bromance entre le président Erdogan de Turquie et le président Trump. Je ne comprends pas pourquoi il y a une quelconque bromance avec Erdogan. Pourquoi les États-Unis se sont-ils donné tant de mal pour accorder au Qatar un statut protégé, un statut spécial protégé? Il doit y avoir plus de clarté morale ici sur qui sont les forces du bien au Moyen-Orient et qui sont les forces du mal au Moyen-Orient. Malheureusement, de nombreuses forces du mal existent. Je comprends ce que tente le président Trump. Il essaie de limiter le nombre d'ennemis qu'a Israël. Il essaie d'empêcher la Turquie et le Qatar de se rapprocher directement de la Chine. Mais malgré tout, vous voyez que les Qataris font la même chose dans les écoles aux États-Unis, que l'UNRWA fait dans les territoires palestiniens. Si l'UNRWA crée des manuels scolaires qui affirment qu'Israël doit être rayé de la carte et que les Juifs doivent être tués, vous savez, les Qataris investissent dans des universités de type 6 et dans des programmes d'études sur le Moyen-Orient, des programmes de sciences politiques et recrutent des professeurs tout en convainquant de jeunes étudiants qu'Israël est la source de tout le mal au Moyen-Orient. Même le capitalisme américain est présenté comme une entreprise colonialiste à remplacer. Donc, il faut vraiment avoir une clarté morale totale du début à la fin. Vous savez, s'il y a la moindre incohérence dans votre clarté morale, elle sera exposée. La clarté morale doit être totale, sans tergiverser. Bien sûr, surtout quand Israël triomphe de ses ennemis, je dirais que je crois vraiment que le président Trump a été un grand allié pour Israël. Il a donné à Israël tous les outils dont il a besoin maintenant. Israël n'a pas forcément agi aussi vite ou autant, mais ce qu'ils ont accompli jusque-là est très impressionnant. Et la question est de savoir si le premier ministre Netanyahou est prêt à aller jusqu'au bout et à terminer cette guerre. Et si le président Trump va donner le feu vert à Israël pour le faire. Et je pense que si Israël laisse le Hamas en place, même si c'est 10% de sa force initiale, de sa puissance, même si Israël contrôle actuellement, comme c'est le cas, 53% de la bande de Gaza, Israël doit s'assurer que dans les mois à venir, que le Hamas n'existe plus du tout, que le Hamas ne contrôle plus aucun territoire dans la bande de Gaza, que le Hezbollah continue d'être affaibli. Je pense que c'est crucial pour le premier ministre Netanyahou, surtout s'il veut gagner les prochaines élections, qu'il puisse se tourner vers le public israélien et déclarer que la guerre est terminée, que le Hamas et le Hezbollah ne représentent plus une menace pour Israël, ni aujourd'hui, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans. Oui, Alex, je voulais aussi jeter un œil vers le nord. Tu as mentionné le Hezbollah alors que nous allons passer à l'antenne ici. J'ai vu des rapports faisant état de l'élimination d'un autre terroriste par les forces de défense israéliennes au même moment, étranger. Le ministre des Finances, Vitaly Smotrich, qui détient un poste au ministère de la Défense en tant que ministre là-bas, a déclaré à JNS que Tsahal devra probablement intensifier les opérations militaires dans le sud du Liban, car le Hezbollah tente de compenser certaines de ses pertes et de reconstruire une partie de son infrastructure terroriste le long de la frontière, et en restant dans le nord, en regardant, je suppose, vers le nord-est. Cela implique du personnel américain présent sur le terrain en Syrie. D'après ce que je comprends, 2 soldats américains et un interprète ont été tués par un homme armé en Syrie. Trump a accusé l'État islamique en affirmant « c'était une attaque de l'État islamique ». Cependant, une enquête a révélé que le tireur était en fait un membre des forces de sécurité syriennes. Il devait être renvoyé pour ses opinions extrémistes, mais était tout de même affilié aux forces de sécurité syriennes. Il y a quelques semaines, le président Trump a eu une rencontre très positive avec Ali Joulani, président de la Syrie. Pourtant, il y a des éléments au sein de son régime qui ne sont pas favorables à la normalisation
avec les États-Unis ou Israël, peut-être. Et ensuite, voilà, il y a eu cette attaque ici au cours de laquelle 3 citoyens américains ont été tués en Syrie. Parlons un peu du Liban et de la Syrie, si possible. Oui, je veux dire, commençons par la Syrie. Vous voyez, vous savez, nous parlions justement de la clarté morale. Et le président Trump a choisi de soutenir maintenant un terroriste affilié à Al-Qaïda. Christiana Amanpour a interviewé Al-Jalani au forum de Doha la semaine dernière. Elle lui a donc posé une question simple. Certaines personnes pourraient dire que vous étiez affilié à Al-Qaïda. Et vous savez, Jolani a poursuivi en disant, vous savez, cela doit être prouvé. Et les gens disent simplement des choses comme, écoutez, nous le savons. Non seulement Jolani était affilié à Al-Qaïda, mais encore plus important, depuis que Jolani a pris ses fonctions, il s'est déclaré président de la Syrie, que ses forces ont attaqué les Druzes, ils ont attaqué les chrétiens, ils ont attaqué les Alaouites, ils ont attaqué les Kurdes, ils ont tué beaucoup plus de personnes en Syrie, même plus que le Hamas n'en a tué le 7 octobre. D'accord, vous savez, ils ont commis de véritables massacres contre les minorités politiques et religieuses à l'intérieur de la Syrie. Et pourtant, le président a choisi essentiellement de lui donner une tribune. Il a choisi de lever les sanctions contre la Syrie pour lui donner en gros le contrôle sur le flux d'une quantité importante de financement. Mais il y a aussi des rumeurs selon lesquelles le président Trump pourrait perdre confiance en Jolani, ce qui, franchement, était déjà surprenant qu'il ait eu confiance en lui. Pour commencer, je veux dire, il y a cette idée que vous avez besoin d'un homme fort dans tous ces territoires, n'est-ce pas? Il n'y a aucun moyen de gouverner, il n'y a aucun moyen de traiter avec les gouverneurs d'un territoire spécifique dans ces États défaillants, à moins d'avoir un homme fort. Donc, vous savez, il est difficile de trouver un homme fort qui ne soit pas affilié au terrorisme, parce que si vous n'êtes pas violent, alors il est difficile d'être un homme fort dans ces régions, n'est-ce pas? Donc, je comprends que, vous savez, vous aimeriez qu'il puisse y avoir une autre façon de faire. Vous voyez, au Liban, il y a essentiellement ces deux courants. Le courant Hezbollah contre, vous savez, le courant chrétien libanais et les chrétiens. Ils aimeraient autant que le Hezbollah ne fasse pas partie du territoire, ne fasse pas partie de l'équation politique. Mais ils n'ont pas la volonté de vaincre ces extrémistes islamiques parce que, franchement, les extrémistes islamiques sont prêts à se battre jusqu'au dernier homme, prêts à se battre jusqu'à la mort, comme nous voyons le Hezbollah le faire au Liban, comme nous voyons le Hamas le faire à Gaza. Je pense qu'Israël devra simplement poursuivre ce qu'ils font au Liban, c'est-à-dire tondre la pelouse. Mais franchement, le gouvernement libanais devrait remercier Israël pour ce qu'il fait, au lieu de s'opposer à Israël pour ce qu'il fait actuellement. Pourquoi agissent-ils ainsi? Pour éviter d'être tués par le Hezbollah? Non, c'est pour ça qu'ils vous savez, c'est pour ça qu'ils critiquent Israël et vous voyez ça partout au Moyen-Orient. Vous savez, les Saoudiens continuent de parler de la voie vers un État palestinien, même s'ils ne se soucient pas de la création d'un État palestinien. Pourquoi? Parce que Mohamed Ben Salman ne veut pas être le prochain Sadat à être tué, assassiné. Pour normaliser avec Israël, il faut arriver à une situation où les dirigeants de ces pays changent lentement, mais sûrement, vous savez, le système éducatif. Et pas seulement normaliser les relations avec Israël, mais normaliser l'idée d'avoir des relations normalisées avec Israël. Cela doit se faire au sein de la société. Quand vous avez une normalisation de gouvernement à gouvernement, mais si vous ne faites rien pour amener votre société à une reconnaissance pacifique d'Israël, alors vous avez la paix froide que vous avez en Égypte. Al-Sisi sait que c'est essentiel pour sa sécurité. C'est pareil en Jordanie. Le roi Abdallah sait qu'il est crucial pour sa sécurité de coopérer avec Israël, mais ces deux dirigeants n'ont absolument rien fait pour rapprocher leur société d'une compréhension mutuelle juste et de l'acceptation de l'État d'Israël dans la région. Donc, d'un côté, vous voyez le président Trump qui veut ces accords de normalisation et le premier ministre Netanyahou. Il veut une normalisation avec l'Arabie saoudite. Vous savez, le président parle de vouloir une normalisation avec le Liban, de vouloir une normalisation avec la Syrie. D'un côté, ces signatures sont incroyables et elles ont le potentiel de réaliser des choses extraordinaires. Mais si vous ne faites pas les deux autres éléments, dont le premier, détruire les terroristes dans ces pays afin qu'ils ne puissent plus se réorganiser et terroriser à la fois leur propre société et Israël.
la normalisation échouera. De plus, cela doit se faire socialement. Il faut cesser la rhétorique anti-israélienne et dire simplement, écoutez, nous sommes contre Israël. Nous n'avons pas à les aimer ni à les détruire, mais ils sont là. Profitons des avantages économiques disponibles et avec le temps, nous les apprécierons probablement davantage. Alex, nous sommes presque à court de temps. Un dernier sujet ici, Nick Fuentes. Un nouveau rapport est sorti cette semaine disant que son ascension, je suppose, la popularité venait de comptes anonymes et étrangers. Alors, selon ce rapport, la plupart des publications virales sont fortement retweetées par des comptes étrangers dans l'Inde, le Pakistan, le Nigeria, la Malaisie, l'Indonésie. C'est de là que vient son soutien. Oui, c'est un rapport de l'organisation juive Contagion qui mène des recherches sur les menaces envers le peuple juif. Et en particulier, tout le monde sait qu'Israël a été absolument détruit sur les réseaux sociaux depuis le 7 octobre. Et nous avons également vu la montée très, très rapide de cet antisémitisme à l'extrême droite du Parti républicain, du mouvement MAGA. Et je dirais qu'au centre de cette montée, il y a Nick Fuentes. Nous avons aussi mentionné Tucker Carlson et Candace Owens, mais Nick Fuentes reste le plus extrême. Il est vraiment anti-américain, il est pro-russe, il est pro-Staline. Staline est son héros. Dans un podcast avec Tucker Carlson, il a dit « Peut-être que Hitler n'était pas si mauvais. » Il est genre ouvertement antisémite. Et sa popularité a augmenté de façon immense. Et c'est difficile de comprendre d'où tout cela vient. Mais maintenant, vous voyez avec ce rapport sur la contagion que c'est artificiellement généré. Et la question est, que font les plateformes de réseaux sociaux, y compris X, TikTok, Instagram, Facebook? Que font-elles pour protéger le dialogue? Parce que vous permettez à l'extrémisme de s'installer, car il se propage sur les plateformes d'une manière qui ne devrait absolument pas être autorisée. Et ce que vous constatez, c'est que le contenu pro-Israël n'obtient pas du tout le même niveau d'engagement. Eh bien, je pense qu'engagement n'est pas le bon mot. Il n'obtient pas la même accélération sur les plateformes que le contenu anti-Israël et anti-américain. C'est un problème majeur pour l'engagement. En réalité, c'est l'inverse que vous observez. Et en fait, cette semaine, je parlais justement avec quelqu'un de très, très haut placé chez TikTok. Et ce qu'il m'a dit, c'est que ce qu'il constate, c'est que l'engagement sur les publications pro-Israël est en réalité bien plus élevé. Les gens passent plus de temps sur le contenu pro-Israël que sur l'anti-Israël. Pourquoi? Car de vraies personnes soutiennent du contenu authentique. Mais quoi? La question alors est, eh bien, comment se fait-il que le contenu qui suscite le plus d'engagement, c'est ce que veulent non des plateformes de software qui s'engagent vraiment avec le contenu? Pourquoi ce contenu n'inonde-t-il pas les algorithmes? C'est l'inverse, donc il se passe quelque chose. On m'a dit qu'au début de la guerre, surtout sur TikTok, vous savez, les personnes qui approuvèrent le contenu sur la plateforme étaient assises à Dublin, en Irlande. Eh bien, devinez quoi, si vous faites en sorte que les personnes qui approuvent le contenu soient assises à Dublin, en Irlande, eh bien, Dublin est l'un des centres les plus antisémites de la planète. D'accord? Donc, évidemment, vous allez avoir ce contenu anti-israélien qui inonde la plateforme et on m'a dit qu'un changement avait été effectué. Et maintenant, la personne qui s'en occupe est basée aux États-Unis et ce n'est pas quelqu'un qui déteste Israël comme c'était le cas à Dublin. Mais en ce qui concerne spécifiquement Nick Fuentes, je veux dire, c'est quelqu'un qui devrait être banni de la plateforme, pas quelqu'un qui devrait l'avoir. Et ce que vous voyez dans ce rapport, c'est que la façon dont cette accélération se produit, c'est qu'au moment où Fuentes tweetait quelque chose, tout à coup, une vague de retweets avait lieu et beaucoup de ces retweets, beaucoup venaient d'Inde, du Pakistan et d'autres pays à travers le monde. Alors, qu'est-ce que X vient de faire ces dernières semaines pour changer leur politique? Pouvoir voir l'origine du compte était une bonne initiative. Cela apportait de la transparence, mais il doit se passer quelque chose dans l'algorithme où si l'algorithme voit que Nick Fuentes est partagé, retweeté en Inde ou au Pakistan, ces tweets ne devraient pas. Ces retweets ne devraient avoir aucune influence sur l'algorithme. Au contraire, ces retweets devraient en fait pénaliser ce contenu dans l'algorithme.
En particulier lorsque vous voyez que c'est comme du contenu de bot, ce sont des comptes anonymes, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de comptes anonymes selon les recherches, donc bravo à Contagion de l'avoir montré. Mais voyons maintenant si les plateformes vont tirer les leçons de cette recherche et corriger réellement les algorithmes. Parce que franchement, il y a beaucoup de cet antisémitisme et beaucoup de cet anti-américanisme, ce n'est pas réel. Les gens doivent se réveiller et réaliser que la majorité des Américains veulent soutenir Israël, veulent soutenir l'Amérique. J'étais à cette conférence cette semaine, donc, comme évoqué plus tôt dans l'émission, et quelqu'un m'a dit, en fait, quelqu'un de vraiment intelligent m'a dit, tu sais, mais nous sommes tellement en infériorité numérique. J'ai dit, oui, dans le monde entier, nous sommes en infériorité numérique. J'ai dit que même s'il y a près de 2 milliards de musulmans dans le monde, aux États-Unis, nous ne devrions pas être minoritaires. Il existe environ 100 millions de chrétiens évangéliques et plus de 5 millions de juifs aux États-Unis. Et la plupart des Américains aiment l'Amérique et la plupart des Américains s'en rendent compte aussi. Dans un conflit opposant Israël au Hamas, Hezbollah, Syrie, Iran et Houthis, Israël représente le bien et les terroristes le mal. Donc Israël ne devrait pas être minoritaire aux États-Unis. Israël devrait gagner cette bataille. Mais comment pouvez-vous gagner la bataille lorsque les algorithmes sont clairement biaisés contre vous et qu'une grande partie de ce biais est due à l'influence étrangère? Alex, qu'il s'agisse de Fuentes, du Hezbollah, du Hamas, de l'Iran, de l'UNRWA ou de ces terroristes méprisables, en Australie, la lumière du peuple juif ne sera pas éteinte. Et c'est la raison pour laquelle nous célébrons la fête de Hanouka qui battra son plein à ce moment-là. Les gens regardent ceci. Alors, je veux que tu termines le programme en donnant ton message de Hanouka à tous ceux qui regardent l'émission. Oui, absolument. Tu sais, et je me souviens de l'histoire qui est dans le livre du premier ministre Netanyahou, et c'est une histoire célèbre. Lorsqu'il a été nommé pour la première fois ambassadeur auprès des Nations Unies à New York, il est allé à Brooklyn et il a rencontré le Lubavitcher, le rabbi Menachem Mendel Schneerson, de mémoire bénie. Lorsque le rabbi était avec lui, il a dit cela à Netanyahou. Il allait entrer dans une mer de préjugés et d'obscurité, et c'était son rôle d'être simplement une bougie solitaire au sein de cette obscurité. Et je pense que lorsque nous parlons comme du message que nous venons de donner, tu sais, à propos de la vague d'antisémitisme sur les réseaux sociaux, qui est l'accélérateur de l'information dans le monde entier, nous voyons leur rhétorique anti-israélienne dans les parlements. Nous voyons la violence contre les Juifs. Que ce soit à Manchester, que ce soit à Washington, District de Columbia, où 2 membres du personnel de l'ambassade d'Israël ont été assassinés lors d'un événement juif, que ce soit 10 personnes, pas des fidèles, mais 10 participants, abattus à Bondi Beach, à Sydney, en Australie. Les 2 autres, les terroristes, ont été tués. Vous savez que nous traversons une période d'immense, immense obscurité. Et le rôle d'Israël, qui est un tout petit pays, il a même la forme d'une bougie, c'est juste cette petite bougie. Et même quand il y a tellement d'obscurité, tu veux apporter de la lumière à cette obscurité. Disons que des gens étaient dans une grotte, d'accord, et qu'il n'y avait aucune lumière, et qu'ils sont restés dans cette grotte pendant 48 heures dans l'obscurité totale. Et puis quelqu'un entrerait et braquerait un projecteur sur les personnes à l'intérieur de la grotte. Alors, que se passerait-il? Les gens ne pourraient même pas supporter la lumière, ils se protégeraient de la lumière parce qu'elle est trop vive. Mais si quelqu'un allumait une bougie dans cet endroit sombre, cette bougie serait une lumière accueillante, une lumière que les gens voudraient regarder. En fait, le rabbi de Lubavitch, dans un enseignement séparé de la Hassidoute des études de la Torah, a déclaré, je pense qu'en fait, c'est l'Admour Azaken, le premier rabbi de Lubavitch, a déclaré que le plus grand accroissement de lumière, c'est de passer de l'obscurité totale à une seule bougie. Et chaque fois que vous ajoutez une bougie supplémentaire, la quantité de lumière ajoutée est inférieure à celle de la première bougie. Et donc, l'histoire de Hanouka, c'est que lorsque le temple de Jérusalem a été saccagé, d'accord, par les Grecs hellénistes qui voulaient détruire le judaïsme, ils ont dit, écoutez, vous pouvez rester en vie, mais vous ne pouvez tout simplement pas être juif, que le peuple juif a trouvé sur le mont du temple une unique fiole d'huile, une seule cruche d'huile. Ils ont allumé la menorah et apporté un peu de lumière dans l'obscurité. Et nous,
Le peuple juif, ce que nous célébrons, c'est même la petite bougie, même la moindre lueur. Même si le monde entier sombre dans l'obscurité et le désespoir, le peuple juif, nous sommes ceux qui portent cette lumière, cette valeur, cette lumière et qui valorisent la vie. Cette lumière, pour nous, représente l'arbre de vie. D'accord, la Torah, c'est la vie. Le peuple juif célèbre la vie. La vie et la lumière sont les célébrations du peuple juif. Nous célébrons cela à Hanouka. Et donc, j'aimerais bénir tous les soutiens d'Israël, tout le peuple juif, tous les amoureux du bien dans ce monde, tous ceux qui ont une clarté morale, de voir la lumière et de répandre cette lumière, une bougie à la fois. Amen à cela. Et je dirais, en même temps, laissez JNS être aussi cette source de lumière pour vous. Donnez-nous un super merci. Faites un don aujourd'hui à JNS. Assurez-vous d'aller sur JNS Télévision pour tout le contenu incroyable que JNS propose. Rendez-vous sur jns.org pour les dernières actualités d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif. Alex, joyeux Hanouka à toi et à tes proches et j'ai hâte de te reparler la semaine prochaine. Merci, Josh. Merci à tous ceux derrière les caméras. Aaron Rogolanterne, Zach Sickerman, notre producteur Brian Lifshitz, Esther Eden et le directeur Yuri Sretsky. Hanouka Samer, joyeux Hanouka depuis Jérusalem, la capitale éternelle d'Israël, avec JNS Télévision et le peuple juif. Joyeux Hanouka à tous.